Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 17 février 2024. Dans les informations de ce jour, parlons de la participation de la délégation malagasy au 37e sommet de l'Union africaine. Justement, le 37e sommet de l'Union africaine a débuté officiellement ce matin. Si l'éducation est le principal sujet abordé lors de cette réunion à Addis Abeba, le thème de la paix et de la sécurité en Afrique a été au cœur des débats aujourd'hui. Rappelons que le président Andrzej est à la tête de la délégation malagasy. Reportage de Judikel Ranjanirine et Andora Zajepe. Plus de 30 chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, dont le président malagasy Andrzej, se réunissent à Addis Abeba pendant 2 jours. La situation en Afrique, les troubles dus au non-respect de l'alternance démocratique ont été les principaux thèmes de la cérémonie d'ouverture. Le président de la commission du groupe africain, Moussa Faki Mahamat, qui a ouvert la série de discours, a clairement déclaré que les prises de pouvoir par la force commencent à prendre de l'ampleur en Afrique. Le nouveau président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, souhaite faire respecter l'état de droit et établir une véritable démocratie en respectant la succession pacifique et transparente des administrations. Ainsi, cette 37e réunion confirme que Madagascar a posé les bases pour procéder à la reconstruction du pays et constitue un exemple en ce sens. Outre la question de la paix en Afrique, le domaine de l'éducation figure parmi les sujets abordés durant ce sommet. L'un des points forts de la participation de Madagascar à Addis Abeba est la mise en avant du président Andrzej dans la lutte contre l'insécurité alimentaire à travers la mise en place de cantines scolaires de l'usine Nutri-Sud et de la prise en charge particulière des enfants et des mères vulnérables. Toujours dans le cadre de ce sommet de l'Union africaine, une rencontre bilatérale s'est tenue aujourd'hui entre le président malagasy et le Premier ministre indien. Plusieurs sujets de coopération ayant été abordés entre les deux parties. Toujours un reportage de Judikel Ranjanirine et Andora Zajepe. Maurice et Madagascar sont des îles sœurs au sein d'un même. Une telle situation place les deux parties comme des partenaires proches, notamment sur les plans économiques et commerciaux. La rencontre entre le président Andrzej et le premier ministre indien Pravind Jugnauth a porté sur la manière de renforcer ce partenariat. Les obstacles seront surmontés et le commerce ainsi que l'exportation des produits dans les deux sens seront facilités. En effet, Madagascar possède de nombreux produits appréciés des Mauriciens. Pour promouvoir le commerce, il y aura également une coopération en matière de contrôle des frontières et maritimes. D'une manière générale, 4 points principaux ont été discutés à Addis Abeba, à savoir les relations commerciales, les investissements, la paix sur terre et en mer et les relations entre les deux parties au sein du groupe COI. Dans l'actualité économique de ce soir, les travaux à réaliser pour le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures durant ces 100 jours se focalisent sur 3 points principaux. Cela comprend l'éclairage des routes et des ruelles, les travaux de redressement de la Jirama, mais aussi l'électrification rurale. Au-delà des 100 jours de travaux, tous les travaux du ministère s'inscrivent à long terme, notamment l'augmentation du taux de la population ayant accès à l'électricité à plus de 60%. Reportage. Les travaux à réaliser pour le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures dans l'urgence dans un délai de 100 jours concernent la fourniture d'électricité aux ménages, l'éclairage des ruelles et des routes. Au total, 1500 lampes seront installées dans le cadre du projet de 100 jours et 1200 d'entre eux ont été déjà installés, selon le ministre de l'Énergie, lors de sa présentation du projet de 100 jours jeudi à la télévision malagasy. Dans le cadre des 100 jours de travail du ministère de l'Énergie également figure l'éclairage des CSB dans toute la grande île. 453 kits solaires seront installés dans ces CSB à travers une coopération avec la Banque mondiale. 20 000 kits solaires seront distribués aux foyers dépourvus d'électricité de la Jirama. Selon le ministre de l'Énergie, 50 000 foyers bénéficieront de projets de branchement Moore. Le redressement de la société Jirama entre également dans les travaux prioritaires et urgents pour le ministère, notamment à travers la multiplication de l'approvisionnement en électricité, comme la construction de 47 parcs solaires, l'augmentation de 105 MW de la production de la centrale électrique d'Ambomanamboul. À cela s'ajoutent également 32 autres parcs solaires après ces 47. Mais outre la fourniture d'électricité des grandes villes et l'amélioration des services, les travaux de 100 jours se concentreront également sur le monde rural. Jusqu'à la mise en place du secrétariat d'État en charge de l'électrification rurale, car seulement 15% des habitants des zones rurales bénéficient de l'électricité.
Ces travaux se basent sur 2 projets majeurs, notamment la mise en place des mini-réseaux, mais aussi des nano-réseaux dans ces villes rurales. Pour les 100 jours, 27 mini-réseaux seront installés dans 47 villages. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a souligné que tous les travaux qui attendent le département qu'il dirige sont des travaux à long terme, mais que les travaux urgents sont affectés pour les 100 jours. L'objectif est de convertir jusqu'à 70% de la production électrique en énergie renouvelable. D'autre part, il s'agit également d'augmenter à plus de 60% le nombre de la population ayant accès à l'électricité. La coopération avec la France fait partie de celles qui jouent un rôle important dans le monde de la recherche à Madagascar. L'existence des laboratoires et centres de recherche français en est la preuve. L'objectif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est donc d'élever le niveau des recherches afin que celles-ci soient un outil pour le développement du pays à travers la coopération entre les 2 pays. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'ambassadeur de France. Par ailleurs, la rencontre entre le ministre et les présidents et directeurs des universités malgaches s'est également terminée hier. Reportage. La France finance et apporte un appui technique dans le domaine de la recherche à Madagascar. La promotion de la recherche fait partie des activités menées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Raison de la rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Ndjemanante Narazafersan, et l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois, hier au ministère. Il a été également évoqué les projets en cours tels que la transformation du Centre national d'enseignement à distance de Madagascar au CNT-MAD en un enseignement entièrement numérique. Nous avons passé en revue tout ce que Madagascar et la France font ensemble déjà et tout ce que nous voulons faire pour l'avenir. Vous le savez comme moi, il y a des centaines de milliers d'étudiants malgaches à l'université. Il y a déjà beaucoup de programmes que nous avons pour appuyer les universités malgaches. Nous avons notamment abordé un programme qui va permettre de renforcer les problématiques d'employabilité des jeunes. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr être formé, mais il faut ensuite avoir un emploi. C'est tout à fait essentiel. Nous avons parlé des échanges très nombreux entre les universités françaises et malgaches. Et nous avons aussi parlé et évoqué des étudiants malgaches en France. Nous sommes fiers d'être le premier pays d'accueil des étudiants malgaches sur le sol français, que ce soit sur le sol hexagonal ou sur l'île de la Réunion, puisque nous comptons près de 5000 étudiants malgaches en France et que nous souhaitons surtout en avoir beaucoup plus à l'avenir. Et puis sur le volet recherche, qui est un volet aussi extrêmement important, nous avons évoqué les liens très forts qui existent entre les chercheurs malgaches et les chercheurs français. Nous avons la chance d'avoir plusieurs centres de recherche français, malgaches ou franco-malgaches sur le sol de la Grande Île. Je pense à l'Institut Pasteur de Madagascar, je pense au CIRAD, je pense à l'IRD. Là aussi, il y a de très nombreux projets qui sont en cours et qui permettent à la Grande Île d'avoir encore une meilleure connaissance de ses réalités agricoles, sociologiques, sanitaires. Par ailleurs, le travail du ministère en 100 jours comprend également la promotion, l'écoute et la consultation de tous les acteurs de l'enseignement supérieur. La réunion entre les présidents des universités de Madagascar a duré 2 jours et s'est terminée hier, incluant les présidents de 6 universités et 3 directeurs généraux de l'IST dans tout Madagascar, ainsi que le directeur des écoles doctorales, les sous-abbés et les chefs de département. Dans ce cadre, le travail réalisé pour l'amélioration du secteur de l'enseignement supérieur a été discuté, mais aussi l'amélioration de l'enseignement et l'octroi des bourses d'études tant au niveau local qu'à l'étranger. A également été discuté l'organisation de l'examen du baccalauréat afin d'encadrer le processus d'examen de manière légale. Avant la réunion qui s'est tenue le 16 février, les présidents des 6 universités et les 3 directeurs généraux de l'IST ont été reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Restons toujours au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les enseignants de l'université ITAS ont reçu aujourd'hui une formation à l'université d'Ankatz pour renforcer leurs compétences et améliorer leurs relations avec les étudiants selon les informations. Cette formation s'inscrit dans le cadre des tâches devant être effectuées en 100 jours par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Reportage.
Au total, 150 enseignants de l'université d'ITAS ont reçu une formation dispensée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'université d'Ankatsu. Le but de la formation est de renforcer leurs capacités et leur expérience, mais aussi d'améliorer leurs relations avec les étudiants d'après les bénéficiaires de la formation. Comme l'université d'ITAS est une université récente, les professeurs attendent de cette formation de nouvelles méthodes de travail, notamment une méthode de travail suivant la technologie et plus moderne, afin de dépasser progressivement l'enseignement très traditionnel de l'université. L'objectif de la formation pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est de mener à bien le travail de son jour visant à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur dans les universités et les IST dans toute la grande île. La formation se poursuivra du 24 au 26 février à Sovnanjin. Dans l'actualité sociale de ce soir, la plaine d'Antananarivo, traversée par la rivière Sisson, y fait l'objet d'une alerte de danger en raison de l'importance des précipitations. L'une des zones directement concernées se trouve à l'échelle d'Ampitatavk, où le niveau a atteint 3,02 mètres à midi, selon les prévisions de la PIPA ou l'autorité de protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo, où les eaux continueront de monter dans les 12 prochaines heures. Reportage de Anienne Martina Inzaranjansu. Au total, 19 communes sont concernées aujourd'hui par l'annonce de danger en raison de la crue de la rivière Sisson, selon le rapport de la PIPA aujourd'hui. Il s'agit notamment de Tiafa, Andruibei, Antsaadit, Bungatsar, Antani Menakel, Alatsneni Ambaza, Ampai Turus, Swaland, Ampanif, Swavn, Anuzat-Ouest, Ampitatavk, Ambavatukan, Fenoriv, Itos, Ambuchmanzak, Fiadanan et Apagabe. Le niveau de la rivière Sisson à l'échelle d'Ampitatavk a dépassé le niveau d'alerte de 2,50 mètres depuis midi. Selon le communiqué de la PIPA, l'agence gouvernementale chargée de la protection de la plaine d'inondables d'Antananarivo, elle est montée à 3,02 mètres dans la journée et on s'attend à ce qu'il augmente dans les 12 prochaines heures. Par contre, il n'y a aucune inquiétude pour les plaines traversées par la rivière Ikup. Aujourd'hui, la hauteur de la rivière Ikup est de 0,61 mètres sur l'échelle d'Anuzat, alors que la prévision de danger menaçant est à 3 mètres. Parlons toujours de la montée des eaux, mais partant à Tuamasna. Selon le maire de cette ville, les canaux d'évacuation d'eau sont bouchés, ce qui est à l'origine de la montée des eaux dans sa municipalité. De ce fait, la ville est toujours victime des inondations qui font souffrir la population. En réponse à cela, il a été décidé, en collaboration avec le BNGRC et le ministère de la Population, de commencer à partir de ce jour, les travaux de Tanamar pour nettoyer les canaux d'évacuation de la ville. Les détails avec Aniana Martina. La plupart des maisons ont été inondées à Tuamasna à cause des pluies depuis lundi. Des motopompes ont été immédiatement installées par le gouvernement par l'intermédiaire du Bureau national de la prévention et de contrôle des catastrophes ou BNGRC. L'une des raisons pour lesquelles la ville de Tuamasna est sujette aux inondations et la congestion des canaux d'évacuation, a confirmé le maire. Leur curage est une tâche urgente, c'est pourquoi les autorités locales, en collaboration avec le ministère de la Population, ont élaboré une stratégie pour effectuer cette tâche le plus rapidement possible. Par ailleurs, la délégation dépêchée par le président Anjradzuel est arrivée aujourd'hui à Tuamasna pour voir la situation des victimes des inondations. Plusieurs infrastructures répondant aux besoins de la population ont été construites dans la commune de Fiumbunana en 4 ans. Le maire de cette commune est prêt à poursuivre dans cette voie avec le parti TGV, a-t-il souligné dans son reportage de Ruth Christelle, Rakout Malal et Yves Janel. 1 kilomètre de son de ruelles ont été réhabilités dans la commune de Fiumbunana grâce à la coopération de la commune avec le gouvernement et 800 mètres grâce au financement de l'AFD. La population a également bénéficié d'eau potable grâce à un forage. Les élèves n'ont pas été oubliés. Une école primaire publique de 5 salles a été construite et désormais elle peut accueillir 150 élèves. Le bureau de la commune a également été rénové grâce au FDL. Toutes ces infrastructures répondent aux besoins de la population et apportent le développement à la commune. Cette dernière réclame que telles réalisations se poursuivent. De son côté, le maire de cette commune se dit prêt à se présenter au communal au nom du parti TGV pour pouvoir poursuivre dans cette voie. D'ailleurs, il soutient la déclaration du député Andra Sivayin de remporter un maximum de sièges dans le district d'Antimjan. Pour rappel, selon les dates publiées par la CENI, les législatives se tiendront le 29 mai et les communales le 6 novembre prochain.
Dans la page fait divers de ce soir, un groupe de personnes a attaqué puis incendié ce matin le camp de la gendarmerie d'Anka-Zomireucha dans le district de Mandout, région de Vakinakaracha. En conséquence, une voiture et 5 motos ont été calcinées. Le portail du camp a également été détruit selon une source d'information. Des informations supplémentaires vous seront données au cours de nos prochaines éditions. Passons à présent aux actualités internationales. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a été condamné hier à près de 355 millions de dollars d'amende pour des fraudes financières au sein de son empire immobilier par un tribunal de New York. Il sera par ailleurs interdit de toute gestion d'entreprise dans l'État de New York pour 3 ans. France 24. Donald Trump, une nouvelle fois dans la tourmente. Un juge new-yorkais a condamné vendredi l'ex-président américain à une amende de 355 millions de dollars pour fraude financière. L'actuel candidat à l'investiture républicaine est accusé d'avoir gonflé la valeur de plusieurs actifs immobiliers pour obtenir des prêts bancaires plus avantageux et de meilleures conditions d'assurance. Sur son réseau social Truth, Donald Trump n'a pas manqué de réagir à cette condamnation. Cette décision est totalement bidon. Il n'y a eu aucune victime, aucun dommage, aucune plainte. Il n'y a eu que des banques et des compagnies d'assurance satisfaites qui ont gagné des tonnes d'argent et des superbes bilans financiers. Le juge a également révoqué ses licences commerciales et celles de 2 de ses fils pour une durée de 3 ans. Concrètement, l'ex-président américain et ses fils ne pourront plus diriger de sociétés opérant dans l'État de New York, où se situe encore le cœur des activités de la Trump Organization. Il leur sera également interdit de contracter des prêts auprès d'une institution financière enregistrée à New York. C'est un vrai coup dur. Nous ne parlons pas seulement des frais importants que M. Trump devrait payer pour satisfaire le jugement, mais nous parlons également d'une baisse drastique des revenus que ces entreprises pourraient générer, car ils risquent d'être hors des affaires dans l'État de New York pendant au moins quelques années. Depuis sa villa de Palm Beach en Floride, Donald Trump a annoncé faire appel de ce jugement. Et en France, le chassé-croisé des vacances d'hiver est perturbé par la grève des contrôleurs de la SNCF qui se poursuit aujourd'hui. La SNCF annonce un trafic fortement perturbé avec seulement un TGV sur 2 en circulation, affectant environ 150 000 voyageurs. La grève se terminera lundi à 8 h. France 24. D'un TGV sur 2 supprimé dans l'Ouest, une région qui ferait partie des plus touchées par les annulations de trains. Selon nos calculs ce matin, 60,9% des TGV Paris-Rennes sont annulés entre vendredi et dimanche. Idem pour les liaisons Paris-Bordeaux. Ce matin à Bordeaux, justement, certains voyageurs ont vu leur train annulé et ont dû anticiper leur voyage. J'avais d'autres trains, j'ai dû tout changer. Donc c'est une vraie galère. Par contre, je devais revenir de Paris avec eux dimanche. Le train était annulé. Donc on rentre, je reviens que lundi soir. Voilà, donc c'est quand même un peu problématique. Dès hier, la SNCF a fait le choix de privilégier les lignes vers les stations de ski. Tous les trains vers les Alpes devraient être maintenus, une décision qui laisse perplexe certains voyageurs. Tout le monde a besoin de circuler, que ce soit pour le travail, même pour les vacances, pour la famille, c'est important. On a le droit aussi d'aller à la mer, même l'hiver. Il n'y a que 9% de personnes qui ont les moyens de partir au ski, donc c'est un peu dommage d'avoir priorisé que les Alpes en fait. Si l'Ouest est plus touché, c'est aussi lié à l'ampleur de la mobilisation régionale, selon cet expert. Traditionnellement, notamment sur l'Occitanie, sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a des fortes mobilisations. C'est le cas aussi de la région sud PACA. Donc il est tout à fait probable qu'il y aura des variations de l'offre de TGV selon les destinations. La SNCF assure que toutes les régions seront bien desservies, avec un TGV sur 2 maintenu en moyenne. Et les forces ukrainiennes se sont retirées de la ville d'Avdiivka, située dans l'est du pays, a déclaré tôt aujourd'hui le général ukrainien Oleksandr Tarvanevski, responsable de cette zone. Cette décision stratégique permet aux forces russes de contrôler la ville, une victoire symbolique importante pour Moscou. Toujours un reportage de France 24. Depuis plusieurs mois, la bataille d'Avdiivka faisait rage.
Mais face aux assauts répétés des forces russes et au manque de munitions côté ukrainien, Kiev a dû opérer un repli stratégique. Conformément à l'ordre reçu, ils ont quitté Avdiivka pour des positions préparées à l'avance. Dans une situation où l'ennemi avance sur les cadavres de ses propres soldats avec un avantage de 10 obus contre 1, c'était la seule bonne décision. L'homme derrière cette décision, c'est lui, Oleksandr Syrsky, le nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Il l'a justifié par sa volonté de préserver la vie de ses soldats. Ces dernières heures, plusieurs d'entre eux ont été faits prisonniers. J'ai décidé de retirer nos unités de la ville et de passer à la défense sur des lignes plus favorables. Nos soldats ont accompli leur devoir militaire avec dignité. Ils ont fait tout leur possible pour infliger des pertes significatives à l'ennemi. La prise d'Avdiivka revêt une valeur symbolique forte pour la Russie. En juillet 2014, elle était brièvement tombée aux mains des séparatistes pro-russes pilotés par Moscou avant d'être reprise par Kiev. La bataille pour cette ville industrielle située près de Donetsk a été l'une des plus dures depuis le début de l'offensive russe le 24 février 2022. Selon les autorités ukrainiennes, les Russes l'ont conquise au prix de pertes humaines très élevées. Presque tous les immeubles y sont détruits. La ville, qui abritait auparavant 30 000 habitants, n'en compte aujourd'hui plus que 1000. Pour Moscou, c'est la victoire la plus importante depuis la prise de Bakhmout en mai dernier. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.